Béatitude, Monsieur le représentant de la République du Liban, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur de France, Excellences, mes seigneurs, chers pères, chers frères et sœurs et chers amis. Je voudrais, si vous le voulez bien, commencer par remercier le secrétariat général de l'enseignement catholique au Liban qui, d'une certaine manière, a permis l'organisation de ce colloque et qui n'a pas ménagé sa peine pour cette bonne réussite. Merci, mon Père. Je voudrais aussi remercier de sa présence Monseigneur le chargé d'affaires de la Nonciature apostolique qui représente ici, bien sûr, le Saint-Siège. Je voudrais vous remercier tous d'être présents. C'était émouvant pour moi de vous accueillir au seuil de ce palais des congrès, vous accueillir me souhaitant la bienvenue au Liban. Voilà. Et pour moi, c'est toujours très dur quand je viens au Liban, parce que si je visite à chaque fois quelques communautés, je vois beaucoup plus de gens qui me disent « Mais alors, vous ne venez pas chez nous, vous allez venir chez nous, etc. » Malheureusement, je ne peux pas rencontrer tout le monde à chaque voyage, et croyez-moi, je le regrette, mais peu à peu, de voyage en voyage, je suis de plus en plus familier des communautés qui sont ici au Liban. Je suis aussi désireux d'exprimer ma reconnaissance à mes collaborateurs de l'œuvre d'Orient qui ont organisé ce colloque, spécialement à Michel et à Marie. Je vais leur demander de lever la main pour qu'on les voit bien. Et Michel aussi, voilà, qui est là, qui ont aidé à la réussite de ce colloque. Au moment où nous nous rencontrons, chers amis, nous savons que les temps que nous vivons ici, dans cette région, sont durs. Nous entendons avec anxiété et perplexité des questions de frappe en Syrie et d'interventions multiples dans ce pays. Nous connaissons les conflits, leur dureté, les familles qui sont durement touchées, les victimes, les blessés, les familles endeuillées, les personnes qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur maison. Nous connaissons les incertitudes politiques qui créent une certaine incertitude pour les fidèles qui ne savent plus où est leur devenir. Nous sommes les témoins des crises économiques qui frappent aussi durement les populations et parfois les plus pauvres. Nous sommes témoins de la lassitude et de la fatigue des populations qui en ont assez de ces conflits qui ne mènent à rien. Nous sommes témoins dans beaucoup d'endroits des droits bafoués, de la corruption et parfois de la résignation désabusée que tout cela peut engendrer. Nous sommes bien sûr les témoins des idéologies fondamentalistes nourrissant des attitudes plus ou moins violentes et parfois extrêmement violentes, comme vous le savez mieux que moi. Depuis 1856, l'œuvre d'Orient est aux côtés des chrétiens d'Orient, car elle sait que ces derniers sont acteurs de paix, ils sont porteurs de culture. L'œuvre d'Orient n'oublie pas qu'elle s'appelait à ses débuts l'œuvre des écoles d'Orient, et elle a toujours été bousculée par les épreuves de l'Orient chrétien, depuis le massacre des Maronites en 1860 jusqu'à nos jours. Elle a toujours essayé de s'adapter aux situations nouvelles ainsi nées des événements. Nous vivons notre 3e colloque pour la francophonie des établissements catholiques du Proche-Orient. Les 2 premiers colloques ont eu lieu à Paris. Ils ont permis l'état des lieux, l'état des besoins et d'entendre les motivations des uns et des autres à préserver la francophonie. Je vous salue tous, vous bien sûr qui êtes du Liban, mais je vous salue vous qui êtes venus de l'Égypte, qui avez fait le voyage de l'Égypte, depuis la Jordanie, depuis la Terre Sainte, Israël et Palestine, depuis la Syrie tant aimée et tant meurtrie,
depuis la Turquie et de bien d'autres endroits. Nous savons aussi l'importance de la francophonie renouvelée en Iran, même s'il n'y a pas, peut-être pas encore, d'établissement d'enseignement. Nous savons que l'enseignement du français y trouve un regain d'intérêt. Les valeurs que vous souhaitez promouvoir à travers la francophonie, vous nous l'avez confié, et nous l'avons redit dans le petit film que nous venons de présenter, sont bien telles que vous les dites. C'est vous qui le dites, ce n'est pas nous. La liberté, l'égalité et la fraternité. Vous êtes conscients les uns et les autres de travailler à la promotion de la condition féminine. Vous êtes également conscients de travailler à une certaine laïcité, même s'il ne s'agit pas nécessairement de copier des modèles occidentaux, au demeurant extrêmement différents les uns des autres, mais peut-être d'inventer un chemin de laïcité acceptable par vos populations, vos peuples et vos cultures. Vous êtes conscient aussi, par votre action éducative, de favoriser ce qu'on appelle une société inclusive. Nous sommes conscients que serait une erreur de laisser la culture arabe que nous respectons, que nous aimons. Est-il nécessaire de rappeler que les premières imprimeries de langue arabe ont été créées par des chrétiens? Nous savons que les chrétiens ont une place déterminante dans la culture arabe. Mais nous pensons que ce serait une erreur de laisser la langue arabe avec, disons-le, seulement la langue anglo-saxonne. L'exposition récente à l'Institut du monde arabe à Paris, inaugurée par les deux présidents de la République française et libanaise, par la présence de nombreux évêques et patriarches, par le Premier ministre irakien et plus récemment par le Premier ministre français, dans le prolongement que nous avons souhaité dans le nord de la France, dans la ville de Tourcoing, cette exposition a montré la place de la culture des chrétiens d'Orient dans le monde arabe. Bien sûr, n'en doutez pas, j'admire la langue de Shakespeare, mais elle ne doit pas être la seule langue de la mondialisation. Nous ne pouvons pas laisser la langue arabe et l'anglais dans un face-à-face stérile qui reflèterait un rapport de force, un pouvoir dominateur des uns sur les autres, qui envisagerait une globalisation aux dépens d'un juste multilatéralisme auquel mon pays est attaché. Nous ne voulons pas d'une mondialisation qui ne serait qu'une anglo-saxonisation, par exemple à travers les réseaux sociaux, une mondialisation qui serait alors nivelante, désolante et, disons-le, presque exclusivement financière. La francophonie dépasse la France et d'une certaine manière l'attire devant elle, comme le soulignait le président de la République française, M. Macron, dans une allocation récente à l'Académie française. Vous savez peut-être aussi que notre président de la République est venu nous rencontrer avec les évêques français et qu'il a souligné beaucoup de belles choses dans son discours et en particulier le bon travail de l'œuvre d'Orient. Nous ne mesurons pas notre joie et notre plaisir de l'avoir entendu. Mais enfin, la francophonie porte aussi le meilleur de l'idéal français, une ouverture à l'universel qui donne une légitimité au particularisme. Chers amis, je vous l'avoue, j'aime mon pays et parfois je souffre quand je l'entends critiquer. Sa diplomatie est respectable, et nous le savons bien, monsieur l'ambassadeur. Certes, elle peut être critiquée. Les Français aussi sont capables de critiquer leurs autorités, comme vous le savez. Il n'y a pas qu'en Orient que cela se fait. Mais enfin, lorsqu'on la critique, il faudrait la connaître. Et si on veut l'accuser de tous les maux, il faudrait tout de même vérifier les faits. La laïcité française n'est pas le mépris du religieux. Et là aussi, le président Macron l'a rappelé devant les évêques de France lundi dernier. Savez-vous que les professeurs de l'enseignement catholique sont rémunérés par le gouvernement français? Aussi, si le gouvernement
décide l'augmentation des salaires des professeurs, nous n'y voyons pas d'inconvénient puisque c'est ce gouvernement lui-même qui l'assumera. Sait-on que le gouvernement français est garant de services d'aumônerie dans les armées, dans les prisons, dans les hôpitaux et même dans les lycées publics? Moi qui suis un fils de l'enseignement public, dans mon lycée, il y avait une chapelle avec des messes tous les matins et même des messes le dimanche. Et il y en a toujours d'ailleurs. Nous soutenons beaucoup d'établissements d'enseignement catholique, certes avec des moyens modérés que nous aimerions plus importants, mais cependant avec passion. Nous sommes attentifs aux conditions concrètes qui permettent à ces établissements de remplir leur mission. Sans cela, notre soutien n'aurait aucun sens. Selon les pays, les difficultés peuvent être juridiques, politiques, sécuritaires, discriminatoires ou financières. Nous ne sommes pas prêts à voir silencieusement et passivement des lois brutales remettre en cause des œuvres pluriséculaires qui sont au service de la population, des lois qui mettraient en cause la survie des écoles les plus pauvres et qui dresseraient les uns contre les autres les directions, les enseignants et les parents d'élèves. Nous souhaitons peut-être travailler à la création d'un fonds de soutien pour soutenir ces écoles, mais cela ne peut remplacer la responsabilité inhérente au pouvoir public. Toutefois, la multiplicité des difficultés ne doit pas étouffer notre espérance, notre liberté et notre imagination. D'ailleurs, elle ne l'étouffe pas. Nous sommes témoins de nombreuses initiatives qui marquent l'enseignement catholique francophone au Proche-Orient. Nous savons que vous avez le souci d'un véritable humanisme ou personnalisme que les plus évolués, les plus cultivés de nos populations cherchent et recherchent. Vous êtes important pour justement soutenir cette quête des valeurs humanistes. Nous savons que vous avez le souci d'une société respectueuse de ses diversités, de ses minorités, et aussi des plus pauvres auxquels souvent vous servez. Nous savons, comme je l'ai dit, que vous avez le souci d'une éducation inclusive, où l'enfant malade et handicapé a toute sa place. J'en ai encore eu l'exemple hier dans une école que je visitais. Nous savons que vous avez le souci d'une vision de la société qui tourne le dos à la violence, parce que chacun est reconnu dans la richesse qu'il porte. Nous avons besoin d'une vision de société, pas simplement d'une gestion dans le court terme, dans les 2, les 3 années qui viennent. Mais quelle est notre vision pour les pays, pour les peuples du Proche-Orient, pour les 10, 20, 30 ans qui viennent? Peut-être que nous ne le verrons pas, mais nous devons avoir cette perspective. Je sais que vous avez le souci de transmettre aux nouvelles générations, au-delà d'un savoir-faire, et même au-delà d'une culture, au-delà des valeurs, un véritable goût de la liberté, de la confiance et un goût de l'action. Il serait criminel, ici comme ailleurs, de désespérer les nouvelles générations les plus jeunes. Les responsables politiques, culturels, religieux, économiques doivent se remettre en cause pour écouter la jeunesse. La jeunesse du monde entier le fera prochainement, dans quelques mois, autour du Saint-Père. Écoutons la jeunesse pour lui laisser sa place, faute de quoi on abandonnera les nouvelles générations aux fondamentalismes les plus violents et aux attitudes les plus suicidaires. La francophonie catholique ne doit pas être une francophonie oubliée. Elle n'est pas un témoin fossilisé du passé. Elle n'est pas un instrument de pouvoir. Elle est une composante à part entière de la civilisation du futur. Elle peut être fière d'elle-même. Elle doit être respectée, en particulier par ceux qui devraient la soutenir. Elle est porteuse d'un projet pour l'homme et pour la société. Je souhaite que ce projet puisse s'expliciter et être reconnu. Je sais que vous avez le désir de servir la rencontre des peuples, pas dans la terreur,
mais dans l'harmonie. Et je suis frappé par certaines de vos congrégations religieuses que je retrouve ici au Liban, bien sûr, mais également en Égypte, mais également en Syrie, mais également en Turquie, mais également en Iran. Vous êtes porteurs d'une rencontre entre les peuples et je crois qu'on devrait le faire savoir davantage. Vous avez le désir de servir la beauté de toute vie, conscient que vous êtes que l'histoire de l'homme est une histoire sacrée, que la terre où il met ses pieds est un sanctuaire. Et Paul VI rappelait dans un discours célèbre que l'homme est sacré de par son enfance qui est sacrée. Vous savez, je sais que vous voulez servir le sens de la justice qui n'est pas simplement une histoire de crime et de châtiment. Votre ouverture à l'universel me semble tout à fait essentielle. C'est l'ouverture aussi aux réalités méditerranéennes et combien je regrette que l'Union pour la Méditerranée ne soit pas plus développée. Je salue la présence du ministre des Affaires étrangères de la Principauté de Monaco. Vous voulez servir le statut de la femme, et il n'y a pas qu'en Orient que cette question est essentielle. Vous voulez servir le respect de la nature dans une saine écologie. Vous voulez prendre votre part au développement urbain, parfois anarchique, foisonnant et parfois inquiétant. Bref, vous voulez servir tout ce qui est beau dans le cœur de l'homme. Les difficultés ne doivent pas nous étouffer, elles ne nous étouffent pas. Je termine mon propos en relevant 2 citations. La première est celle d'un révolutionnaire français qui a perdu la tête, comme beaucoup de révolutionnaires français à cette époque, et qui nous disait « de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ». C'était Danton qui le disait à la Convention. Et une autre citation de Guillaume d'Orange, « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». Je vous remercie. Bonjour tous et toutes. Je vous remercie premièrement l'Œuvre d'Orient pour cette belle invitation. Et vraiment, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je parle sur mon expérience. La langue française et la liberté de penser. Lorsqu'on me demandait pourquoi j'ai choisi d'apprendre le français, je réponds, c'est par hasard. J'ai commencé à étudier le français assez tard, à 18 ans, quand je suis entrée à la faculté de langue de l'université de Bagdad. À l'époque, il n'y avait plus de place en anglais. J'ai choisi le français. Pourtant, dès les premières leçons, je suis tombée amoureuse de cette belle langue. Et j'ai passé tout le temps pour faire tout le possible d'apprendre la langue des oiseaux. J'étais tellement heureuse d'avoir réussi l'examen de la première année. Durant les années d'études et petit à petit, j'ai réalisé l'importance du français en Irak. Vers la fin de mes études universitaires, j'étais satisfaite de connaître la langue de Molière et les œuvres de grands écrivains. Surtout, je suis partie pour apprendre le français et sa grande culture. Je me suis trouvée imprégnée par une civilisation porte beaucoup pour toute la humanité. Gardons le chemin de connaissance des langues. J'ai complété d'apprendre le français avec le master. Je voulais toujours travailler sur les 2 langues, l'arabe et le français. Je me suis intéressée à étudier les grandes réussites d'élite francophone irakien et de transmettre du goût pour la littérature française. D'une manière générale, la traduction en Irak, pendant la première moitié du XXe siècle, était une source d'enrichissement intellectuel, ainsi qu'un moyen de parfaire sa connaissance de la culture française. Même si les œuvres traduites à cette époque se limitent en grande partie à la poésie et à la nouvelle. Je trouve dans le travail de traduction un facteur intellectuel important pour la diffusion
et la réception de la littérature française en Irak. Ma recherche m'a orientée à explorer des documents concernant les premières traductions de la littérature française en Irak. Et grâce à elle, les lecteurs irakiens pouvaient lire des romans, des nouvelles, des essais et de la poésie en vers des plus grands poètes français, Hugo, Musset, Lamartine, Vigny, Baudelaire, Aragon et Éluard, qui occupaient une place importante dans la presse irakienne dans les années 40. Plus tard, j'ai eu la chance de vivre 4 ans à Paris, de travailler comme diplomate à l'ambassade d'Irak, en effectuant une thèse sur l'effet de la présence française en Irak, l'influence de sa langue et sa culture, imprégnée de la philosophie de Lumière sur le pays. Le fait d'écrire sur la francophonie en Irak était dû à mon grand intérêt, à la fois culturel et politique. Je me suis intéressée aux origines de l'enseignement du français en Irak, en cherchant à mettre en lumière le rôle des missions catholiques francophones dans la société irakienne, composée de différentes ethnies et religions, vivant dans une condition économique difficile. L'influence de ces missions entraînait une évaluation des mentalités des Irakiens porte sur la création des premières écoles modernes en Irak, dans le fait d'introduire des changements dans le mode de vie des Irakiens. L'établissement de la première école des filles irakiennes en dernier quart du XIXe siècle. On ne peut pas oublier le rôle de Monseigneur Henri Altmaier et des sœurs de l'ordre de la présentation du Tour, qui ont aidé de nombreuses jeunes filles de toutes classes sociales à avoir une éducation moderne. Grâce aux participations remarquables des missions françaises, de nombreux Irakiens pouvaient découvrir le théâtre à la fin du XIXe siècle et assister à la naissance de la presse. La découverte de la littérature française et le développement de la langue française dans la société irakienne au XXe siècle coïncida avec le redécouverte de la noblesse et de la richesse de la langue arabe. Quoi qu'il en soit, c'est essentiel à partir de leur activité d'enseignement que les missionnaires francophones agirent sur la vie intellectuelle de l'Irak. Au cours de mon travail sur cette thèse, j'ai eu le plaisir de la découverte des archives, mais plus encore celui de la possibilité de comprendre et d'évaluer les efforts considérables des missionnaires, les femmes et les hommes, qui ont enduré toute leur vie dans des conditions très difficiles. On ne peut pas ignorer le fait que la société irakienne a bénéficié de grand nombre de gens diplômés de ces écoles et qui ont par la suite joué un rôle important dans le bouleversement social de leur communauté puis de la société en général. Ces brillants fonctionnaires, excellents officiers, prissent des idées modernes et ouvertes sur la culture française. Culture et la pensée française ont participé activement de développer l'économie et la politique de leur pays. Pour cela, je souhaitais faire de nouvelles recherches sur la traduction, les moyens et les agents de transmission de cette langue, ainsi que les personnes qui jouaient un rôle intermédiaire entre les deux cultures, comme les consuls, les voyageurs, les étudiants poursuivant leurs études en France. Le fait d'apprendre une langue, pour moi, c'est le moyen de se trouver dans un autre pays. Parce que derrière une langue, française par exemple, je trouve une culture qui m'a guidée vers la liberté de penser. Comme une véritable libération, je comprenais que l'homme
pouvait vivre autrement que sous les regards étroits et qu'on peut vivre ensemble malgré qu'on n'ait pas les mêmes croyances. Le français représente pour moi l'humanité et le moyen de vivre. Merci pour votre attention. Merci pour ce beau témoignage. Béatitude, Monsieur le ministre représentant le président de la République, Monsieur le ministre, mes seigneurs, Excellences, très révérend Père, chères sœurs, chers pères, je vous remercie de votre invitation et suis heureux de donner lecture du message que vous adresse le président de la République française par mon truchement. Je cite. « Je suis très heureux de saluer les participants à ce colloque consacré à la francophonie au Moyen-Orient, organisé par l'Œuvre d'Orient en partenariat avec le secrétaire général des écoles catholiques au Liban. Notre pays, chacun le sait, est riche d'une longue histoire d'amitié avec les chrétiens du Moyen-Orient. Il traverse aujourd'hui une période difficile, la guerre civile atroce qui déchire la Syrie, les violences et les combats en Irak, le terrorisme en Égypte, l'injustice subie par les Palestiniens, les difficultés du Liban dans ses efforts pour renforcer la convivialité des multiples communautés qui le composent, le Liban qui est plus qu'un pays, un message comme le disait le pape Jean-Paul II, il y a là autant de défis et d'épreuves qui font parfois douter les populations et les poussent à émigrer. C'est pourquoi la France s'est mobilisée plus que tout autre en faveur des communautés d'Orient et des victimes de violences ethniques et religieuses dans le terrible contexte que nous connaissons depuis 2014. Elle l'a fait par fidélité envers des populations historiquement proches d'elle et de sa culture, souvent francophone. Elle l'a fait par cohérence avec son approche globale et universaliste des droits de l'homme, comprenant la liberté de religion ou de conscience. Elle l'a fait par conviction que la diversité humaine, religieuse et ethnique est une part essentielle de l'identité du Moyen-Orient et qu'il ne sera pas possible d'assurer la paix, la démocratie et la prospérité dans cette région si cette diversité est détruite. Ce passé nous honore, il nous oblige aussi. La France entend maintenir son engagement en ce sens. L'amitié de la France avec les communautés chrétiennes d'Orient s'est notamment exprimée par le soutien à l'œuvre admirable entreprise par les congrégations catholiques au service des populations de la région en matière d'éducation, de santé, de soins aux plus pauvres. C'est cet engagement de service qui vous réunit aujourd'hui. Les écoles chrétiennes, et en particulier catholiques, au Liban et dans plusieurs autres pays du Proche ou du Moyen-Orient, apportent depuis plusieurs siècles, depuis le XVIIe siècle pour les plus anciennes, une contribution essentielle à la diffusion du savoir, du respect mutuel entre les personnes et de la francophonie. Et cela au profit non seulement des élèves nés dans des familles chrétiennes, mais aussi des enfants qui grandissent dans d'autres communautés, notamment musulmanes, contribuant ainsi à faire vivre la diversité pluriséculaire des sociétés du Moyen-Orient. La France
et profondément attaché à cette action qui, enracinée dans l'histoire, façonne un avenir commun aux populations de cette région. Je vous félicite d'avoir pris l'initiative de ce colloque et je vous souhaite de fructueux échanges. Fin de citation. Merci à tous. Mon cher collègue Nicolas, représentant le président de la République libanaise, le général Michel Aoun, votre béatitude, Messieurs, Excellences, Messieurs les évêques, Monsieur le représentant du Saint-Siège, chers amis, chers prêtres, chères sœurs, chère assistance et Monseigneur, représentant ou dirigeant l'œuvre d'Orient, à qui nous devons ce superbe colloque. En arrivant ici, dans cet amphithéâtre, je disais à mon ami intime, parfois tellement intime que nous avons quelques démêlés, le Père Hazar, que j'étais très heureux. J'étais très heureux de me retrouver enfin dans une atmosphère qui nous éloigne et des nuages qui assombrissent le Proche et le Moyen-Orient et qui rendent nos lendemains tellement incertains, et des débats du Conseil des ministres qui sont pas toujours des plus harmonieux et des plus pacifiques, et évidemment des dossiers de l'éducation nationale dont l'un des plus épineux, et je le reconnais, votre béatitude, est celui des répercussions de la loi 46 sur les écoles catholiques et les écoles privées du Liban en général. À cette occasion, je veux d'abord remercier l'ambassadeur de France pour nous avoir vraiment réservé et adressé un merveilleux message du président de la République française, le président Emmanuel Macron. Il est rare qu'un colloque se tienne sur un thème aussi actuel, dramatiquement actuel, et à un moment aussi opportun, dramatiquement opportun. Que l'on aborde l'enseignement catholique au Proche et au Moyen-Orient, ou que l'on évoque les enjeux, les défis et les perspectives qui l'associe et associe son avenir à celui de la francophonie, comme son histoire d'ailleurs y a été associée, nous entrons de plein pied dans une réflexion avancée sur notre présent et sur notre devenir. D'ailleurs, comme sur les valeurs qui ont inspiré, façonné notre passé et qui détermineront probablement notre avenir et notre sort. Si je m'adresse à vous ce soir, ce n'est pas tant en ma qualité de ministre de l'Éducation du Liban qu'en celle de pur produit de l'éducation catholique et de la culture francophone. Un peu un témoignage qui ressemble à celui de Dr Haïdar qui nous a apporté celui des catholiques d'Irak, confrontés à tant, catholiques et autres chrétiens d'Irak, confrontés à tant de tragédies. Mes premières classes, je les ai faites, monsieur l'ambassadeur, dans le Paris de la Libération, l'après-Libération, à Marymount, une école de sœurs irlandaises, catholiques bien sûr, irlandaises. J'ai achevé mes études à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, dont je suis aujourd'hui membre
du Conseil stratégique. Vous voyez au départ comment l'arrivée, mon parcours sera tout au long francophone, catholique au départ et à l'arrivée, avec bien sûr, et c'est là, ça je m'en flatte, avec des accents d'arabité absolument nécessaires et que l'on a évoqués, et des notes de laïcité. Parce qu'entre les deux étapes, je suis passé par la mission laïque française et par la section française du Collège international américain. En définitive, ce sont les valeurs qui ont prévalu, les valeurs que j'avais sollicitées de l'école catholique, que j'ai parachevées à l'université catholique, mais qui ont cheminé dans cette société conviviale, multiconfessionnelle et tellement complexe qui est celle du Liban et du Proche-Orient. Et je pense qu'à l'occasion de la pratique de la langue française, c'est l'attachement aux libertés et au sens de l'ouverture, aux valeurs républicaines, je dirais presque révolutionnaires, puisque l'on a cité Danton ici, avec l'audace, bien sûr, que nous avons retenu et que nous avons implanté au Liban et au Proche-Orient. Et c'est là où réside probablement le secret, le véritable secret de notre résilience, de notre résistance et du fait que dans cet énorme volcan, il reste, dans cet énorme ouragan, il y a un petit œil du cyclone, et comme les yeux du cyclone sont d'habitude plus calmes, plus pacifiques, nous le représentons. Si notre pays est encore ce qu'il est, malgré toutes les vicissitudes, c'est grâce à cette symbiose particulière que nous procurent vos écoles, avec pour véhicule principal la langue française. Mais à tous les défis que ce colloque abordera demain, j'en ajouterai deux qui sont pour moi les meilleurs indices d'une réussite déjà réalisée par l'école catholique. Sur le double plan de la convivialité libanaise et en m'arrêtant en tant que ministre de l'Éducation sur les chiffres et les appartenances des élèves des écoles catholiques, je suis frappé par l'ouverture de ces écoles à toutes les communautés et par l'attachement de ces communautés, leur propension à vouloir suivre l'enseignement catholique parce qu'il apporte de nouveau, parce qu'il apporte d'ouverture et où ils se sentent totalement à l'aise. Et, je dirais, l'expérience républicaine française, bien qu'on a souvent voulu dire que la Révolution avait été l'ennemi du catholicisme, je sens que dans les propos du président Macron, il y a vraiment une réconciliation réelle sur ce plan. L'expérience républicaine française qui est pour nous un exemple, malheureusement encore mal copié. Mettre en exerce la défense des libertés publiques et privées, assimiler tout l'apport arabophone de notre culture. Voilà votre béatitude, la traduction la plus fidèle de l'exhortation apostolique, une espérance nouvelle pour le Liban. C'est en fait ce que nous a dit le Saint-Siège et ce que nous répète le Saint-Siège de Jean-Paul II, mais ce que nous répète aujourd'hui par ces messages permanents et par vos sermons, n'est-ce pas, le pape François. Ne dissocions jamais, mes chers amis, le rôle de l'enseignement catholique et la vocation de la francophonie, de ce que le Liban a été grâce à vous et de ce qu'il promet d'être à ses générations futures, toujours grâce à vous. Les valeurs républicaines françaises sont aussi, au-delà de la langue, les véritables animateurs d'une francophonie, certes débordée techniquement et linguistiquement par l'anglais, mais jamais devancée sur le plan culturel. Aux écoles catholiques du Liban, je dirais en tant que ministre de l'Éducation que la crise que vous affrontez
comme vos collègues et consoeurs, confrères et consoeurs des écoles musulmanes, sunnites, chiites, druzes, etc., évangéliques, a le mérite de démontrer que vous évoluez, je vous l'ai dit, votre béatitude lors de ma visite à Abqerki, dans un espace vraiment démocratique. Et ça, malgré les difficultés, vous devez en être fiers. Dans d'autres communautés, l'ordre émane d'un Saint-Esprit quelconque, qui n'a rien à voir avec votre Saint-Esprit, et tout le monde obéit. Ici, c'est différent. Le syndicat des enseignants est très catholique, mais le syndicat des enseignants est aussi très démocratique. Et c'est là peut-être votre problème, et le mien aussi, parce que j'ai affaire avec un peu de démagogie là-dedans. Mais je peux vous dire que le débat animé entre professeurs, établissements et parents d'élèves apporte une preuve supplémentaire de votre éducation et de ses privilèges. Cette école, Monsieur le Patriarche, votre béatitude, l'État libanais ne permettra pas, au nom des libertés garanties par notre Constitution, qu'elle soit mise en péril. Cette école ne sera pas mise en péril. Je m'en porte fort dans la mesure de mes moyens. Comme nous tenons d'ailleurs à ce qu'elle continue d'évoluer dans un espace francophone auquel nous appartenons officiellement, nous sommes membres de la francophonie, auquel nous appartenons culturellement par nos affinités et politiquement par les valeurs que nous partageons. Permettez-moi de conclure sur une note d'optimisme dans un Proche-Orient plongé dans les abîmes de la violence cumulée des dictatures et de l'intégrisme. Il faut bien le retenir. Il y a l'intégrisme insupportable et il y a les dictatures qui ont trop duré. Je suis certain que le Liban, dont vous représentez ce qu'il a de plus beau, de plus dynamique, dépassera ses propres défis et ceux des autres par l'enseignement que vous prodiguez et par l'exemple que vous nous donnez chaque jour. Merci. Monsieur le ministre, le représentant du président de la République, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur l'ambassadeur de France, Excellence le président de la Commission épiscopale pour les écoles catholiques, chers confrères les évêques, Monseigneur le chargé d'affaires de l'Annonciature apostolique, chers supérieurs et supérieurs généraux, chers frères et sœurs, je suis heureux de participer au nom de l'Assemblée des patriarches et évêques catholiques du Liban à l'ouverture de ce colloque francophone organisé par Monseigneur Pascal Goulnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, en partenariat avec le secrétariat général des écoles catholiques au Liban. Je vous remercie beaucoup d'avoir organisé ce colloque sur le thème « Enjeux, défis et perspectives des écoles catholiques francophones au Proche et au Moyen-Orient ». Au nom de l'Assemblée, je remercie les organisateurs pour cette initiative et les participants, dont certains ont dû effectuer un long voyage pour aussi leurs interventions. C'est là une preuve du grand intérêt que vous attachez à nos écoles catholiques francophones dans cette région et un signe de solidarité avec elles,
d'appréciation et de leur mission. Ces écoles ont en effet formé des générations et des générations de personnes, les dotant d'une haute culture, les marquant au sceau d'une francophonie riche en sciences, valeurs, principes de modernité et une logique de pensée. Les interventions que nous allons écouter mettront l'accent sur les enjeux et les défis et les perspectives de ces écoles qui sont fortement marquées par la situation dans ces pays qui subissent guerre, destruction, déplacement de populations, massacres, violences et terrorisme. Quant au Liban, nous faisons face à un problème d'un autre genre, déjà évoqué par Monsieur le ministre, mais un problème qui menace de fermeture un grand nombre de nos écoles catholiques, peut-être même la majorité de ces écoles, spécialement celles qui sont semi-gratuites, et cela à cause de la loi 46/2017, promulguée par le Parlement le 17 août 2017, établissant une nouvelle échelle de salaire. Cette loi n'a pas bénéficié d'une étude scientifique profonde et précise. Elle impose aux écoles privées des augmentations très élevées sur les rémunérations de leurs enseignants, augmentations qu'aucune école ne peut supporter, car elle entraîne nécessairement de grandes augmentations des frais de scolarité que les parents d'élèves sont incapables de supporter. En effet, la classe moyenne a quasiment disparu de la société libanaise. Le tiers de la population vivent déjà sous le seuil de pauvreté. L'État libanais ploie sous la dette publique et la crise financière. La situation économique est presque paralysée et le chômage touche plus de 30% des forces vives et de la classe productive. L'école privée est ainsi mise en confrontation grave avec le corps enseignant qui exige l'application de la loi 46 et le paiement intégral de ses salaires et menace de se mettre en grève durant le mois de mai prochain, ce qui risque de désorganiser totalement l'année scolaire. En même temps, les parents d'élèves refusent toute augmentation des frais de scolarité et un certain nombre parmi eux refusent même de payer les scolarités actuelles. Tout cela rend l'école incapable d'assurer les émoluments de son corps enseignant et l'accule à la fermeture de ses portes. Disons à Dieu ne plaise, nous sommes devant une réalité menaçante. La Fédération des établissements éducatifs privés demande à l'État de porter le fardeau avec l'école. L'école prendrait à charge l'échelle des salaires telle que présentée dans le tableau 17 annexé à la loi 46, alors que l'État financerait les 6 échelons exceptionnels. L'Assemblée des patriarches et évêques catholiques du Liban appuie cette demande sur la base de 2 principes et d'un objectif. Premier principe, l'école privée est une institution d'intérêt public
tout comme l'école gouvernementale. Par conséquent, l'État doit l'appuyer financièrement. Deuxième principe, la légifération exige le financement. Comme l'État légifère pour l'école privée et lui impose une échelle de salaire déterminée, ainsi doit-il contribuer à son financement. Malheureusement, l'État se déclare jusqu'à maintenant, malgré la promesse de son Excellence le ministre, l'État se déclare jusqu'à maintenant incapable d'assumer sa part, vu la crise financière dans laquelle il se trouve. Les écoles, par conséquent, se trouvent dans une grande et menaçante impasse. Quant à l'objectif, il est la sauvegarde de l'enseignement de qualité qu'offre l'école privée et que tous les Libanais connaissent bien. Que tous les Libanais connaissent bien cette qualité qu'offre l'enseignement libanais. L'objectif est aussi de sauvegarder le système éducatif du Liban. La science et la culture constituent la richesse naturelle du Liban. C'est pourquoi les parents sacrifient beaucoup de leur avoir pour assurer à leurs enfants la meilleure éducation et la plus large culture. L'histoire est témoin du haut niveau de l'enseignement au Liban et de l'excellence scientifique et créative des Libanais dans tous les domaines, qu'ils soient au Liban ou dans n'importe quel autre pays. Prendre soin d'assurer un enseignement de qualité, une large culture, une éducation chrétienne dans nos écoles catholiques fait partie de la tradition de l'Église, qui est appelée à être éducatrice des personnes et des peuples, pour en faire des chrétiens actifs, des témoins de l'Évangile et des citoyens responsables, comme l'a écrit le Saint Pape Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique « Une espérance nouvelle pour le Liban » que vous avez cité, Monsieur le ministre. Avec l'espoir que ce colloque puisse réaliser son objectif, nous lui souhaitons plein succès pour le bien de l'école, des nouvelles générations et de nos pays. Je vous remercie. Sa béatitude, le cardinal Rai, son Excellence, mon collègue, Monsieur le ministre Marwan Hamadeh, Monseigneur, Éminence, Son Excellence l'ambassadeur de France, mon père, ma sœur, ma mère, mes amis. Je répète souvent à sa béatitude, Monseigneur Rai, quand on se rencontre, que je suis absolument admiratif devant cette accumulation, cette formidable accumulation du savoir qui réside dans l'Église en général et bien sûr dans l'Église catholique et maronite, une grande accumulation du savoir de la bienfaisance, savoir de l'hospitalité et savoir de supporter les infortunés et les faibles et les pauvres dans ces temps incertains où plane dans notre partie, cette partie du monde, une grande inquiétude et une grande angoisse existentielle qui va de l'assassinat à l'exil involontaire, à l'exil de populations entières et
beaucoup de crimes qui restent sans aucun châtiment. Je vous adresse ce message de Monsieur, Son Excellence, le Président de la République libanaise, au colloque de la francophonie. Au colloque francophonie, enjeux et perspectives pour les écoles catholiques francophones du Proche-Orient. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de participer à la séance d'ouverture de ce colloque et d'y représenter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui m'a chargé de vous transmettre ce message personnel. Le Président félicite d'abord les organisateurs du colloque pour leurs initiatives et pour la thématique pertinente qu'ils ont choisie et qui tourne autour des enjeux et perspectives pour les écoles catholiques francophones du Proche et Moyen-Orient. Il rend hommage ensuite à l'œuvre d'Orient qui, depuis sa fondation en 1856, ne cesse de venir en aide aux chrétiens d'Orient, notamment sur le plan de l'éducation et de l'enseignement. Bel exemple d'entraide et de solidarité, cette association met en lumière la présence et le dynamisme de la communauté chrétienne d'Orient. Mais elle contribue, par l'éducation humaniste et ouverte qu'elle soutient, à l'instauration du vivre ensemble entre les différentes entités et communautés constitutives de tous les peuples du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Il rend hommage également à l'enseignement catholique au Liban, dont l'histoire est inséparable de celle du système éducatif libanais. Le rôle joué par les écoles catholiques dans la formation des élèves libanais de toutes les religions et de toutes les régions, de toutes les catégories sociales et de toutes les confessions est reconnu à l'échelle nationale et internationale. Œuvrant pour un enseignement solide, humaniste et toujours actualisé, elles ont toujours été pionnières dans les avancées éducatives et pédagogiques les plus performantes. Si cela a été possible, c'est grâce à la liberté de l'enseignement garantie par la Constitution libanaise et constituant l'une des spécificités de notre pays. L'autre spécificité libanaise que le Président tient et voudrait évoquer, c'est celle de la francophonie qui vous réunit dans ce colloque, faisant partie intégrante de l'identité culturelle libanaise. Le français occupe, après l'arabe, une place privilégiée dans le paysage plurilingue qui assure à nos diplômés le meilleur passeport pour l'emploi. Mais le Liban est non seulement attaché au français comme langue d'enseignement et de formation, mais encore comme langue de culture, véhicule des valeurs humaines universelles telles que l'état de droit, la citoyenneté démocratique, le respect des droits de l'homme et la liberté de réflexion et d'expression. L'attachement du Liban à la francophonie se manifeste par ailleurs dans la présence dynamique du pays des Cèdres dans les différents organismes ayant pour mission le maintien et le développement du français au niveau international. Ces différents organismes et les 84 pays qui en sont membres considèrent en effet que le Liban est appelé à jouer un jour particulier dans le monde francophone, régional et international. C'est à ce titre que le colloque qui s'ouvre aujourd'hui et qui concerne non seulement la francophonie au Liban, mais encore au Proche-Orient et Moyen-Orient, s'inscrit dans le rôle que le Liban voudrait et entend jouer dans la francophonie régionale et internationale. Le Président souhaite enfin un plein succès à ce colloque qui sera, il en est convaincu, une occasion exceptionnelle pour débattre des thématiques aussi importantes qu'actuelles pour le Liban et la région du Proche et du Moyen-Orient. Merci de votre attention.
en parcourant un peu le programme, je me suis aperçu que nous allons écouter entre 30 et 35 interventions, donc ce qui est un bombardement assez intensif pour une journée. Et de ce fait, on est obligé de vraiment de se limiter au temps requis pour chaque intervenant pour que vraiment nous puissions tenir le coup jusqu'à la fin de cette belle matinée. Mais je me permets de prendre quand même 30 secondes pour essayer de faire cette analogie entre notre réunion aujourd'hui et hier et avec ce passage biblique de la Pentecôte. De partout on vient pour vraiment se soutenir en vue d'aller en mission. Je pense que nous pouvons penser notre action actuelle sur ce modèle pentecôtiste, entre guillemets. Nous sommes appelés à vivre vraiment ce zèle que va nous donner l'Esprit pour aller de l'avant en dépit de tous les défis et les enjeux qui sont vraiment présents et pesants. Je passe la parole à Père Boutros Azar. Bonjour, Monsieur Léon, merci beaucoup. Chers amis, en ce jour particulier du 13 avril, date commémorative du déclenchement de la guerre du Liban en 1975. Je vous demanderai d'observer 1 minute de silence à la mémoire des victimes, en particulier celle du monde éducatif de ce conflit qui, hélas, n'est pas le dernier de l'histoire du Liban. Je vous remercie. Au deuxième jour de notre colloque sur l'enseignement catholique et la francophonie au Proche-Orient et au Moyen-Orient, qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude la plus sincère à son Excellence, Monseigneur Pascal Golnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, pour avoir initié cet événement avec le secrétariat général de l'enseignement catholique au Liban. Merci également au comité organisateur, M. Michel Petit de la Perelle, délégué national adjoint, Mademoiselle Marie Audinet, coordonnatrice du colloque, pour leur disponibilité et leur dynamisme exemplaire. Je me dois de souligner l'importante participation des officiels de tout rang à la séance inaugurale d'hier et leur prise de position sans réserve en faveur de l'enseignement catholique francophone. Je vous rappelle que ce colloque est le 3e du genre, mais spécialement tenu au Liban cette année pour marquer le rôle incontournable du réseau d'enseignement catholique dans le rayonnement de la francophonie au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Chers amis, l'école catholique, majoritairement francophone, à plus de 80% de son réseau, a toujours su relever les défis qu'elle encourt depuis près de 3 siècles et dépasser les obstacles pour consolider sa politique éducative axée sur le vivre ensemble. J'ouvre une parenthèse ici pour mettre à l'évidence le manque d'intérêt, pour ne pas dire l'inconscience des décideurs de la région dans la mise en place d'un processus de sauvegarde de l'école catholique et attire l'attention des bienfaiteurs et garants de l'éducation sur la nécessité de créer des fonds d'entraide à la scolarité en faveur de plus démunis, surtout ceux qui souffrent d'intégrisme, d'illettrisme et qui se comptent par dizaines de millions au Proche-Orient et au Moyen-Orient, afin de leur assurer un accès permanent aux bancs de classe. Cette journée s'annonce donc comme
un approfondissement des réflexions sur 3 thèmes. La formation des professeurs, attentes et perspectives, renouveler les outils pédagogiques à l'aide des technologies numériques, consolider et pérenniser l'avenir des écoles catholiques au Proche-Orient et au Moyen-Orient et au Liban surtout. La synthèse issue des échanges permettra aux acteurs de l'enseignement catholique de mettre en place une feuille de route qui mènera aux objectifs fixés. En vous souhaitant la bienvenue au secrétariat général de l'enseignement catholique au Liban, je déclare ouverts les travaux et que vos échanges soient couronnés de succès. Je vous remercie. Je serai d'autant plus bref que ce que j'ai à vous dire a été résumé dans des documents de synthèse qui sont, que beaucoup d'entre vous ont déjà reçus. Les 2 colloques précédents organisés par l'œuvre d'Orient à Paris en 2014 et en 2016 ont été lancés à l'initiative de Monseigneur Gollnisch. Et je ne rappellerai pas les raisons pour lesquelles il a fait ça. Il l'a fait très bien hier, beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Le premier colloque en 2014 était un état des lieux. Il avait pour objet de comprendre, d'identifier l'état de la situation des écoles catholiques. Et pas seulement au Liban, hein, puisque le sujet concerne l'ensemble du Moyen-Orient et du Proche-Orient, hein, c'est-à-dire l'Égypte, la Turquie, de l'Égypte à la Turquie, en passant par le Liban, la Terre Sainte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak également. Nous avons donc reçu à Paris une quarantaine de représentants, des représentants d'une quarantaine de congrégations qui nous ont dit l'état de la situation dans leurs écoles. Et ont manifesté le fait que, effectivement, le français diminuait, l'utilisation du français baissait de manière très régulière et de manière inquiétante. Quels étaient les motifs de cette baisse? Une insuffisance de formation initiale, une insuffisance de formation des professeurs, et en particulier formation pédagogique et linguistique. Et cependant, unanimement, tous les participants nous ont dit, et malgré ça, nous tenons au français, et quoi qu'il arrive, nous continuerons à enseigner en français, parce que le français est la langue qui permet le développement de la personne, l'ouverture, et qui porte des valeurs que d'autres langues ne peuvent pas apporter. Ce n'est pas parce que nous sommes des congrégations d'origine française, ce n'est pas parce que le Liban ou la Syrie a été sous mandat français, c'est parce que le français apporte quelque chose dans le développement des élèves que d'autres langues n'apportent pas. Et par conséquent, ça nous a donné un fantastique élan pour continuer cette action. Et donc le deuxième colloque a eu lieu en 2016, et là, l'objectif était de mobiliser tous les acteurs de la francophonie, toutes les institutions intéressées par la question, en leur disant, voilà, nous sommes face à un problème, que faites-vous? Et on doit dire, nous sommes obligés d'avouer que nous avons eu en face de nous une réponse extrêmement décevante. Il a fallu se battre pour qu'un représentant de l'Organisation internationale de la francophonie soit présent. Il a fallu qu'on fasse intervenir le ministère des Affaires étrangères de France pour qu'ils envoient un représentant. Et c'était extrêmement décevant. Mais on poursuit ce travail parce qu'on a identifié les 3 défis. C'est ceux qui, aujourd'hui, se retrouvent dessiner le programme de travail que nous avons pour cette journée. Premier défi, comme l'a rappelé le père, la formation des professeurs, les outils pédagogiques et pérenniser l'avenir. Pérenniser l'avenir, c'est pas seulement trouver de l'argent. Il y a d'autres aspects et par conséquent, on va essayer de décrire aujourd'hui dans notre travail. Merci. Merci. d'Orient, avec vos communautés, avec vos établissements scolaires, avec vos églises, vos populations, vos familles, c'est
pour nous d'abord une histoire d'amour. Pas le sentiment d'avoir d'abord une fonction à exercer ou une mission à remplir, même si j'ai reçu ce ministère de la part de mon évêque, l'archevêque de Paris, par moi qui me suis proposé. J'étais curé de paroisse, j'étais heureux dans ma paroisse. Hein. L'archevêque m'a convoqué, voilà. Bon. Mais au-delà d'une fonction, au-delà d'une mission, avec toute l'équipe de l'œuvre d'Orient, c'est vrai que c'est une question d'amour. Et les jeunes qui travaillent à l'œuvre d'Orient, quelques vieux comme moi, mais il y a aussi beaucoup de jeunes, il y en a quelques-uns qui sont ici, partagent cet enthousiasme, cette affection pour les chrétiens d'Orient. Mais je me dis aussi que il faudrait peut-être que nous créions une œuvre d'Occident ici en Orient pour voir comment vous pouvez aider les chrétiens d'Occident. Je veux dire par là que de plus en plus nous sommes conscients que nous sommes sur un registre de l'échange et que vous apportez beaucoup et vous pouvez sans doute apporter encore plus aux chrétiens d'Europe, aux chrétiens latins, aux chrétiens d'Occident. Et nous voyons bien, l'une de nos joies à l'œuvre d'Orient, c'est de recevoir des chrétiens d'Orient de passage qui viennent nous rendre visite. Et c'est très important pour nous, parce que nous les écoutons, nous vous écoutons, et ça permet d'ajuster ce que nous disons. Nous ne sommes pas vos porte-paroles, mais enfin ce que nous disons doit vraiment s'enraciner, se vérifier par rapport à ce que vous vivez. Et donc, je pense vraiment que les chrétiens de France, pour ne parler que de mon pays, les catholiques de France, sont toujours très désireux d'entendre parler des difficultés, bien sûr, aussi de leur foi, de leur vie, de leur société, les chrétiens d'Orient. Donc il y a vraiment un échange à faire. J'ai parlé hier de l'Union pour la Méditerranée, mais c'est vrai que les paysages, c'est les mêmes que ceux de Monaco, c'est les mêmes que ceux de la Provence. Et c'est les mêmes qu'on va trouver en Andalousie, en Croatie, etc., dans toute l'Italie. Donc nous avons vraiment une civilisation méditerranéenne. Voilà. Elle n'est pas exclusive d'autres centres d'intérêt, mais cette civilisation méditerranéenne, je trouve qu'il faudrait lui donner davantage de force, de poids. Voilà. Et nous avons essayé à l'œuvre d'Orient de vivre un certain nombre de choses. Par exemple, les temps de prière le 25 mars. Nous avons des projets, certes la francophonie nous tient à cœur, ce n'est pas la seule question. Par exemple, je veux doter l'œuvre d'Orient d'un instrument de rencontre avec les autorités musulmanes de France, pour avoir des relations amicales avec eux, mais aussi pour pouvoir les interroger. Cher ami recteur de la Grande Mosquée de Paris, est-ce que vous venez avec moi chercher Asia Bibi au Pakistan? Une autre chose que je veux faire à l'œuvre d'Orient, et André y travaille déjà, c'est de constituer un observatoire, vous savez c'est très à la mode, sur le problème des libertés, et des statuts et des discriminations qui peuvent s'exercer sur les chrétiens du Proche-Orient. Je suis Monseigneur Antonio Scalta, secrétaire général des écoles catholiques. Je suis venu pour ce colloque de francophonie et j'admire le colloque qui a commencé hier et aujourd'hui. Il y a beaucoup de discussions qui sont formidables pour augmenter la francophonie en Égypte et tout le monde arabe. Sœur Mariam Toudari, directrice de Notre-Dame de Sion d'Alexandrie. Je suis heureuse de participer à ce colloque de francophonie. Bonjour, c'est Mimi Cassis, conseillère pédagogique à Notre-Dame de Sion à Alexandrie. Et nous représentons l'Égypte et nous sommes là pour mettre la main à la pâte et encourager la francophonie qui a toujours, ce français-là qui a toujours couru dans mes veines et j'encourage toujours le français, je l'encouragerai toujours. Je suis sœur Monique Kharouf, fille de la Charité. Je suis syrienne. J'ai étudié à Damas, à l'université
littérature française. Comme ça, j'ai appris le français. Mais j'ai pratiqué en communauté avec les sœurs. J'ai connu l'orphelinat à Darou-Nour et c'est là où j'ai rencontré le Christ. J'aimais beaucoup la vie et quand j'ai rencontré les pauvres, alors là, le Seigneur m'a appelée. Et voilà, je suis devenue fille de la charité. Et pour comprendre l'histoire de Saint-Vincent de Paul, il fallait étudier par cœur toute l'histoire de France et le langage du XVIIe siècle. Et voilà, je suis dans une communauté latine, donc tout est en français. La prière, la messe, tout est en français chez nous en communauté. J'ai appris le français au collège. Je fais partie de ce premier collège francophone du Moyen-Orient. Et je viens d'une famille très francophone. Ma maman est enseignante de français également. Mon grand-père l'était aussi. Et donc pour nous, le français, ça fait partie de notre vie, notre famille, notre culture. Nous échangeons très souvent en français. Nous avouons nos sentiments en français. Nous écrivons tous les messages pleins d'affection en français, en famille. Le Moyen-Orient, c'est le renfermement de la culture, de la pensée, de la liberté. Le français, ça vous ouvre, on dirait, dans la vie, les relations. Alors, c'est très important qu'encore on continue avec la langue française ici dans le Moyen-Orient. La langue française véhicule des valeurs de solidarité, d'entraide, et surtout des valeurs qui présentent actuellement une guerre préventive contre le terrorisme. Car cette langue, en plus qu'elle est une langue au niveau international, mais c'est une langue qui nous pousse à s'ouvrir à l'autre, qui est très important actuellement dans le monde arabe. 98% de nos élèves sont des Marocains musulmans et donc les matières scientifiques sont en langue arabe, l'histoire-géographie aussi, mais nous insistons néanmoins sur l'enseignement du français puisque nous le démarrons dès l'âge de 4 ans à l'école préscolaire, si bien que notre objectif en tout cas c'est de former des élèves parfaitement bilingues en arabe et en français. Je crois que nous arrivons à cet objectif dès la fin de l'école primaire. Nous avons 1200 élèves et puis nous enseignons le français, l'anglais et l'arabe. Et pour le français, malheureusement maintenant avec les 7 ans de guerre qu'on a passé, on donne seulement la matière française. C'est-à-dire l'atmosphère générale c'est pour l'arabe, ce n'est plus le français malheureusement. Mais malgré tout le défi, le CCF n'existe plus à Damas, le CDP n'existe plus. Mais malgré tout, on continue à parler le français avec nos élèves et puis apporter des livres, en plus des livres de l'État, en français aussi pour suivre nos élèves et puis pour les fortifier en langue française. Le français, pour moi, c'est la langue de la pensée, c'est la littérature, c'est l'humanité et aussi c'est l'ouverture à toutes les langues. Une fois, j'ai dit, et ça c'était fort, à un ambassadeur de France lors d'une réunion, que nous, les Libanais, je veux dire les filles de la charité, dans nos écoles, nous luttons pour la langue française beaucoup plus que vous, les Français. Je suis ravie de participer à ce colloque qui débat autour de la francophonie. D'abord parce que c'est un enjeu pour nous de continuer à enseigner le français dans un monde qui penche naturellement vers l'anglais. La langue française, c'est une langue qui est vivante, c'est une langue qui est très riche, qui est très facile, qui rentre, qui pénètre le cœur. Et je suis heureuse de la parler et je suis heureuse d'être directrice dans une école francophone parce que c'est une langue qui est ouverte et qui ouvre l'horizon vraiment à notre génération et qui transmet beaucoup de culture et beaucoup de valeurs. On enseigne en français et le français à nos élèves parce que nous sommes convaincus que cette langue n'est pas uniquement une langue de communication et de business, mais aussi une langue qui véhicule une culture et des valeurs qui sont essentielles à notre société aujourd'hui, surtout dans les temps qui courent et avec la situation économique, politique et sécuritaire dans laquelle nous baignons. C'est ma deuxième participation au colloque de la francophonie organisé par l'Œuvre d'Orient. Et à chaque fois, pour moi, c'est un plaisir parce que moi, je me considère comme une militante de la langue française, de la francophonie et des valeurs qu'elle véhicule. Ce que vous avez fait, c'est une école francophone. À peu près toutes les matières sont en français, sauf l'arabe qui est donné en arabe.
Et ça a commencé, on a senti que ça réussissait de plus en plus. C'était avec l'aide de quelques ONG dans l'œuvre d'Orient. Je profite de cette rencontre pour vraiment dire quelle est notre gratitude envers cette association, parce que l'œuvre d'Orient n'a jamais cessé d'être à côté de nous donner cette sécurité que nous sommes les chrétiens qui sont bien appuyés, qui ont des amis qui les soutiennent. Pourquoi avons-nous organisé ce colloque sur la francophonie à Beyrouth? Eh bien, nous faisons suite aux 2 colloques qui ont eu lieu à Paris en 2014 et en 2016, où nous avons identifié les difficultés que rencontraient les écoles catholiques francophones à poursuivre leur activité. Et devant la baisse de l'usage des Français dans ces régions, il nous est paru tout à fait nécessaire de développer des actions particulières à l'égard des écoles de Turquie, d'Égypte, de Terre Sainte, du Liban et de Syrie pour pouvoir maintenir la présence du français dans ces régions.